La saison des Nobel se poursuit avec sûrement le plus emblématique d'entre eux. Aujourd'hui, le Nobel de littérature qui vient d'être attribué il y a quelques instants. Vous l'avez peut-être vécu en direct à nos côtés dès l'ouverture de ce Paris Direct. C'est John Fowles, le dramaturge norvégien, qui est donc récompensé cette année, essayiste, dramaturge. Il était le favori. Alexis Broca, bonjour, rédacteur en chef du magazine Lire. Alors, choisir le favori, en soi, ça peut être une surprise. C'est peut-être le cas cette année. En tout cas, il était attendu par les critiques. Alors, il était très attendu. En effet, il figurait en première position de tous les sites de parieurs qui, vous savez, parient sur le Nobel de littérature. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il était le favori. D'abord, ça faisait très longtemps, ça faisait depuis 2005 et le prix Nobel du Britannique Harold Pinter, qu'aucun dramaturge n'avait eu le prix Nobel. Et ça faisait aussi 12 ans qu'aucun Nordique n'avait eu le prix Nobel depuis celui qui avait été donné au poète Thomas Tranströmer. Donc voilà, il y avait une série de conjonctions qui allaient vers John Fosse. Par ailleurs, ce n'est pas un dramaturge confidentiel, il est joué dans le monde entier. Donc il y avait tout un faisceau de présomptions qui portait le nom de John Fosse. Mais en effet, comme vous le dites, vous avez raison, c'est une surprise parce que l'Académie Nobel a été largement rénovée depuis le scandale de 2018. On attend d'elle des choix un peu plus audacieux, comme ça avait été le cas il y a 2 ans avec Abdul Razak Gurnah, le Tanzanien. On avait mis quelques minutes d'ailleurs à... Oui, on avait eu du mal à se caler. En effet, parce que c'était un nom vraiment sorti du chapeau. Et ensuite, quand on avait lu les livres, on avait bien vu pourquoi c'était justifié. Voilà. Ensuite, il y avait une femme avec Annie Ernaux. Il y a peu de femmes dans le Nobel. Il n'y en a que 19 aujourd'hui. Et donc, on s'attendait peut-être à un prix Nobel chinois ou à un prix Nobel politique russe. Voilà, on avait Lyudmila Ulitskaya qui aurait été un beau prix Nobel. Maintenant, John Fosse, c'est tout à fait justifié sur un plan littéraire. Qu'est-ce qu'il représente justement pour la littérature ? Il représente en fait une école qu'on peut rattacher en France à l'école beckettienne, celle d'un théâtre assez dépouillé où les personnages souvent ne portent pas de nom, n'ont pas de passé, ce sont des personnages stylisés. En pratiquant cette espèce de stylisation, cette épure, John Fosse, je crois, ne ponctue pas ses pièces notamment, et bien on revient à un certain essentiel, à des situations génériques comme la rencontre, la naissance, le père, avec des personnages qui sont typiques, le père, le fils, etc. Et en fait, on peut y voir un héritier. En France, on l'interprète comme un héritier de Beckett parce que forcément, on interprète selon notre prisme. Mais il a quelque chose de cela, si vous voulez, c'est moins sombre que Beckett. Et c'est du théâtre qui permet à la fois de revenir à des questions fondamentales de l'être humain, mais aussi qui laisse une grande place à l'imaginaire des spectateurs, notamment parce que souvent, ça se termine assez abruptement. On se dit que ça pourrait continuer et en fait on continue la pièce dans notre imaginaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un choix sage, résolument sage, qui vient d'être fait ? Oh oui, c'est un choix très sage en effet. Je pense que il y avait une nouvelliste chinoise expérimentale, Kan Xue, qui est très peu connue en France, mais qui représente, si vous voulez, une littérature chinoise qu'on ne connaît pas et qui est une littérature d'avant-garde, borgésienne, complexe. Ça aurait été un coup d'audace, par exemple. Bon, là, on peut dire que, je sais plus, le jury Nobel revient à d'anciennes habitudes qui tendent à favoriser des écrivains de la région, puis des écrivains européens. Je crois que les membres de l'Académie, d'ailleurs, se plaisent à répéter qu'elles ne prennent pas en compte, absolument pas en compte, les débats sociétaux, les débats politiques. Parfois, on est en mesure quand même de se poser la question. Oui, on est en mesure de se poser la question. Je pense qu'il ne faut pas être innocent. La littérature est toujours politique, même si elle n'a pas de parti. Et dès lors que vous élisez quelqu'un, vous donnez un signal, vous envoyez un signal politique. Le prix Nobel a récompensé les mémoires de Churchill. Autrefois, le prix Nobel a récompensé le don paisible de l'écrivain soviétique Chokolov. Donc, le prix Nobel, il y a toujours eu une petite dimension politique dans ses choix, bien sûr. On dit que les délibérations du jury, elles sont placées sous scellé pendant 50 ans. 50 ans, en effet. Ça veut dire que c'est impossible de savoir ce qui se passe en coulisses. Qu'est-ce qui détermine ces choix qui font l'objet de spéculations depuis quand même des semaines ? Alors, normalement, c'est impossible de savoir ce qui se passe.
Et pourtant, lorsqu'on regarde en effet ces sites de bookmakers, on voit bien que, je ne sais comment, ils arrivent à être au courant. Alors, le jury Nobel fonctionne avec des correspondants étrangers qui rapportent des informations sur les écrivains. Et c'est peut-être à cette échelle-là, à cet échelon-là, qu'il y a peut-être des fuites, ou alors simplement le fait que des noms soient si souvent incessamment cités et reviennent comme ça, comme des phénomènes annuels, fait que on établit une espèce de pool d'écrivains qui varie assez peu d'année en année. Hein. Et là, en tout cas, les pronostics sont tombés justes. Voilà, le Norvégien Jon Fosse, Norvégien Jon Fosse, qui est donc choisi pour ce Nobel de littérature 2023.